Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc il est l'heure passée déjà, donc on va commencer cette rencontre. Tout le monde m'entend bien? Oui, là-bas. Merci d'être là. Bienvenue à cette rencontre donc au Théâtre de la Colline que nous co-organisons donc entre le Théâtre de la Colline et la revue Entretemps, que j'ai le plaisir de représenter ce soir, accompagnée de Patrick Boucheron qui la dirige. Alors peut-être pour commencer, simplement un mot sur notre revue qui a été créée en 2018 au sein du Collège de France et qui a depuis cette date tenté de déployer tout autant par le biais de ses publications hebdomadaires que par ses rencontres, disons, hors les murs, comme on en a un exemple ce soir, qui a tenté de déployer une certaine manière de s'interroger sur la fabrique de la discipline historique et les nouvelles formes d'écriture de l'histoire. Et on en a un exemple ce soir avec le fait de s'interroger sur notre pratique d'historienne et d'historien, et justement en la confrontant à ce qui se dit de l'histoire à travers le théâtre. Mais on s'intéresse aussi tout autant à ce qui se dit de l'histoire à travers la bande dessinée, les beaux-arts, la littérature et tout ce qui gravite autour de ces éléments-là. Ce qui nous intéresse, c'est la manière dont dans ces différents espaces se construit une mise en récit du discours historique qui nous interpelle, nous, historiennes et historiens, en ce qu'il ouvre des possibles, ou bien en ce qu'il résonne en écho avec notre propre manière d'écrire l'histoire. Et ces interrogations qui sont les nôtres à Entretemps, elles ne peuvent que résonner avec une tonalité particulière quand on voit la pièce de Wajdi Mouawad, Racine carrée du verbe être, donc, qui se joue ici jusqu'à fin décembre. C'est une pièce qui nous a interpellés pour différentes raisons. D'abord parce qu'il y est question d'histoire. Alors évidemment, il y est question de la guerre civile libanaise, il y est question de l'explosion du port de Beyrouth en août 2020. Donc des moments, on va dire, paroxystiques de l'histoire récente du Liban, qui permettent de poser la question de comment on fait pour écrire sur ces choses-là, sur ces drames. Mais ce n'est pas la seule raison. C'est aussi parce que dans cette pièce, toute cette pièce en fait tourne autour d'un principe, le principe de l'Uchronie, qui donne son nom à notre rencontre, qui donc permet de poser la question qu'est-ce qui se serait passé si. C'est donc le principe au cœur de la pièce, et c'est aussi un principe qui anime aujourd'hui un certain nombre de démarches parmi les historiennes et les historiens récemment. Alors il y a eu différentes entreprises qui ont été menées autour de ce principe, de cette démarche de on va faire comme si c'était pas Christophe Colomb n'était pas arrivé dans les îles américaines. On va faire comme si on va faire comme si. et donc il y a en particulier un ouvrage qui a un peu fait date en histoire, qui est paru en 2016 au Seuil, de Pierre Singaravelou et de Quentin Delermoz, pour une histoire des possibles, analyse contrefactuelle et futur non advenu, qui donc depuis fait beaucoup parler et nous intéresse évidemment Entretemps, dans lequel donc ces deux auteurs montrent comment cette manière de penser l'histoire en fonction de ce qui aurait pu advenir permet de remettre un peu en perspective les notions de causalité et de vérité historique avec lesquelles on se débat un peu au sein de notre discipline. Donc cet intérêt de la part des historiennes et des historiens pour l'Uchronie fait qu'irrémédiablement on côtoie et on se rapproche un peu plus du champ littéraire et de la fiction, puisque imaginer ce qui aurait pu se passer, c'est en quelque sorte souscrire à une certaine forme de fictionnalisation du passé historique. Et c'est pourquoi ça nous intéresse de nous tourner vers les auteurs de littérature ou de théâtre, notamment. C'est une des raisons qui nous a poussé à vouloir organiser cette rencontre. Il y en a d'autres et on va en parler. Alors avant de leur donner la parole, simplement présenter les intervenants et les intervenantes de ce soir. Du côté des historiennes et historiens, c'est avec bonheur que nous recevons donc Dima Declercq, qui est spécialiste de l'histoire du Liban contemporain et qui enseigne au Liban et qui est notamment donc chercheur associé à l'IFPO, à l'Institut français du Proche-Orient.
d'Immanuel de Clercq. On a également à côté d'elle Christian Ingrao, qui est lui spécialiste de l'histoire du nazisme et de la violence de guerre, et qui est directeur de recherche au CNRS. Et Patrick Boucheron, qui est médiéviste et qui a récemment travaillé sur la peste, qu'il a envisagé comme événement, mais aussi comme temporalité au sein du Collège de France, dans lequel il enseigne depuis 2015. Du côté des non-historiens, maintenant, c'est un plaisir de recevoir Lamia Ziadé, qui est donc une autrice et une illustratrice, qui a publié différents récits illustrés chez POL, notamment récemment donc, sur l'explosion du port de Beyrouth, Mon port de Beyrouth en 2021, ou Ma très grande mélancolie arabe en 2017, et également chez POL. Et enfin, Wajdi Mouawad, directeur du Théâtre de la Colline et metteur en scène évidemment de la pièce dont il est question ce soir, Racine carrée du verbe être. C'est peut-être par lui qu'on va commencer, Wajdi Mouawad. Vous revendiquez, jusque dans le titre même, Racine carrée du verbe être, de votre pièce, une proximité, enfin une volonté de dialogue peut-être avec les mathématiques. Alors là, on ne veut pas que vous discutiez avec les mathématiques, on vous impose de discuter avec les historiens. Et on espère que vous recevez bien cette proposition. Est-ce que ça vous surprend, le fait qu'on veuille discuter en tant qu'historien, historienne avec vous ? Non, ça ne me surprend pas. Non, ça ne me surprend pas du tout parce que, évidemment, en fait, déjà dans le travail que j'ai pu faire, par exemple sur Tous des oiseaux, la présence d'une historienne comme Nathalie Zemon-Davis a été fondamentale et même elle a été la matrice de ce projet au départ, puisque on m'avait proposé de travailler sur le livre qu'elle avait fait sur Léon l'Africain, et à partir de ce livre et en complicité avec elle, petit à petit, je m'en suis emparé pour aller vers la fiction, mais elle a été très présente. Le lien que je peux avoir avec Patrick, un lien d'amitié, mais qui est aussi un lien d'inspiration, puisque ne serait-ce que par les échanges qu'on a pu avoir ensemble sur des choses aussi simples. Par exemple, quand Patrick m'explique, tu sais, l'histoire a toujours été enseignée par date, mais les dates, ils séquencent quelque chose, et en fait, on peut aborder l'histoire d'une autre manière, et ne serait-ce que le livre sur Machiavel, et puis la manière avec laquelle Patrick lui-même considère la peinture et les œuvres d'art en lecture avec sa pratique d'historien, ont nécessairement influencé aussi ma manière de regarder les choses autrement, selon un autre prisme. Lorsque la proposition m'a été faite, évidemment, elle ne me surprend pas, mais quelque chose se passe en moi qui est mais qu'est-ce que j'ai à en dire ? Puisque, par exemple, je vais reprendre une chose dont on a parlé autour de la table. Dans la pièce, il y a une représentation d'un moment où les Libanais font le ménage, si je puis dire, ramassent les débris. Et dans cette séquence-là, on entend une femme qui passe et qui appelle d'une manière désespérée son fils et sa fille. Et on apprend que tout de suite après, quelqu'un dit en fait, on les a retrouvés sous les décombres du coiffeur. Le petit n'avait plus de tête, etc. Et la question m'a été posée si c'était réel. Et puis on lui dit non, c'est une fiction parce que évidemment tous les morts qu'il y a eu à cause de l'explosion, on les connaît. On connaît exactement qui sont les gens qui sont morts, on connaît leurs noms, etc. Quand j'en suis arrivé à écrire cette scène, c'était soit je disais les morts de tous, parce que l'idée d'en choisir un mort et de parler de lui, ça veut dire qu'il aurait fallu que je choisisse parmi les vrais morts. Et ça, pour moi, c'était impossible. Ou alors, il aurait fallu que je nomme tous ceux qui sont morts. Donc, la seule solution, c'était d'en inventer un. Donc, la seule solution pour moi, c'était de parler de ces morts en inventant une fiction. Et à partir du moment où on invente la fiction, alors là, on est vraiment en friction avec l'histoire, surtout sur des faits réels comme ceux-là. Et il se trouve que, comment dire,
il y a quelque chose de traumatique dans l'écriture. Je me pose pas trop de questions. Il y a l'explosion à Beyrouth. J'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures et des heures sur Internet pour trouver la vidéo qui pouvait être la plus efficace pour que le public qui ne vit pas au Liban, parce que moi je travaille ici avec des acteurs français devant un public français, donc la plupart d'entre eux n'ont pas vécu cette explosion. Comment je peux faire pour que la puissance du théâtre puisse leur être transmise? Donc il y a quelque chose d'impitoyable dans la manière de faire de la fiction à partir de l'histoire. Quelque chose d'impitoyable. On ne se pose pas 1000 questions parce que d'une certaine façon, il y a quelque chose d'urgent. Et du coup, en préparation de cette j'ai dit du coup, pardon. De ce fait, je dis ça parce que Patrick a fait une présentation de l'expression du coup sur la scène de la colline il y a 2 ans, qui était absolument remarquable. Donc, bref, de ce fait, je me rends compte que j'ai écarté j'ai écarté les faits historiques pendant l'écriture parce que je me serais embourbé dedans et dans l'éthique que ça aurait pu supposer. Donc voilà, ça a été un peu le cheminement. Donc non, ça ne me surprend pas, mais je ne sais pas quoi en dire. Dima Declercq, Wajdi Mouawad parle de friction entre le théâtre et l'histoire. Vous êtes spécialiste de l'histoire du Liban, vous avez même écrit un ouvrage spécialement sur la guerre civile libanaise dont il est question dans la pièce, le Liban en guerre, qui est disponible à la librairie avec Stéphane Malsagne en 2010 chez Belin. Donc vous êtes vraiment, je veux dire, vous, la question de l'éthique, la question de la vérité historique, la question des sources, la question de la précision, elle est importante parce que vous êtes historienne et qu'on travaille comme ça quand on fait cette discipline. Vous la sentez, cette friction, dans la pièce de Wajdi Mouawad, ou comment vous regardez cette pièce en tant que spécialiste de l'histoire du Liban? Moi, j'ai justement apprécié le fait qu'il ait trouvé un exemple qui ne soit pas une réalité, justement. Et j'ai bien compris ce qu'il voulait dire par là. Quand il dit qu'il a inventé un exemple, alors qu'on connaît tous les exemples et on connaît chaque personne, comment elle est morte dans les détails. C'est-à-dire que ça a tellement circulé que c'est moi, en fait, qui ai répondu à Lamia avant que Wajdi ne réponde. C'est moi qui lui ai dit ça, non, c'est une fiction. Donc, et lui, voilà. Alors, c'était Christian qui a posé la question, est-ce que c'est une réalité? Et c'est moi qui lui ai, quitte à m'emparer justement de la réponse de Wajdi, à le devancer sur ce terrain, parce que on sait exactement ce qui s'est passé. Oui, il y a cette friction toujours entre le réel et l'histoire, c'est entre la fiction et le réel et l'histoire. Mais même en histoire, on est toujours dans de la friction. C'est-à-dire que c'est pas une question déjà, c'est une question de problématique qu'on choisit. Ça dépend de l'angle d'attaque, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut montrer, qu'est-ce qu'on veut à la limite passer un petit peu sous silence. Cette friction, elle est toujours là en histoire. Et il y a cet aspect justement que j'aimerais, parce qu'on parle d'Uchronie, j'aimerais ouvrir ce sujet justement par rapport à la friction. C'est le fait qu'on a toujours cette idée quand on est en train de travailler sur des événements qui font mal, parce qu'aujourd'hui l'historien, c'est qui, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a, moi je dirais, le syndrome du Christ, c'est-à-dire qu'il a envie de refaire vivre ou de ressusciter tous ces morts. En fait, on ne travaille que sur des morts. On travaille sur des morts. Alors, quand on fait de l'histoire immédiate, là, sur aujourd'hui, ça c'est autre chose. Hein. Mais quand on travaille sur des archives, quand on travaille sur le passé, en fait, on est en train de ramener à la vie des morts. Et donc, quand on est dans ça, on est tout le temps en train de nous poser la question, mais après un événement terrifiant, mais s'il avait une autre psychologie, ce chef de guerre, ou s'il avait pris une autre décision, s'il
si ce mec qui a tiré sur ces gens-là, comme ça, par peur, avait eu une autre réaction, peut-être qu'on aurait évité ce massacre, peut-être qu'on aurait évité n'importe quoi. En fait, il n'y a pas de déterminisme en histoire. C'est pour ça, il y a un déterminisme spinozien, je vais dire, c'est-à-dire une relation de causalité, de cause à effet, qui fait qu'il y a énormément de facteurs qui vont amener à un événement bien donné, à un temps T0. Enfin, oui, évidemment. Ça, c'est le déterminisme spinozien. Mais de déterminisme comme ça, on se pose toujours la question si, par exemple, dans mon cas, Kamal Jumblat avait eu un ego moins, je vais dire, moins développé, ou s'il n'avait pas fait ce premier baptême de sang, ou bien s'il n'avait pas lu Teilhard de Chardin. C'est des exemples. On peut se dire que le cours de l'histoire aurait changé. Ce que Wajdi a parlé de butterfly effect, à un moment, ces fameux papillons, l'effet papillon, que la jeune demoiselle, là, la fille justement de Toliani, a construit. Et en effet, ce monsieur aurait dû passer. Et là, il avait eu un problème, un furoncle, et puis il était là. J'ai failli perdre mon mari ce jour-là, et puis voilà. Il a échappé belle. Mais il y en a d'autres qui ont laissé leur peau. Et durant la guerre, dans ma famille, on a laissé sa peau. Voilà. Christian Ingrao, vous opiniez du chef quand Dima de Klerk disait que on écrit sur des choses qui font mal, et puis on ressuscite, on travaille sur des morts, et vous travaillez, et puis aussi il y a cette idée qu'on essaye toujours de savoir ce qui se serait passé si les grands méchants avaient fait autrement. Alors ça, c'est des choses qui j'imagine, résonnent un petit peu singulièrement pour vous qui travaillez sur le nazisme. Comment ces thématiques résonnent avec votre objet d'étude ? C'est un peu compliqué d'essayer de prendre tout ça d'un seul coup. La question de l'Uchronie et du what if history, de l'histoire de comme si, etc. Dans mon historiographie, évidemment, tout le monde se la pose. Et si Hitler s'était noyé dans tel fleuve ou machin truc ou bidule chouette, etc., etc. Est-ce que la face de la Terre en aurait été changée? Est-ce que les Juifs auraient survécu, etc. Ou Philippe Cady qui écrit The Man in the High Castle, comment ça s'appelle déjà, le maître du haut château, où effectivement les nazis et les Japonais gagnent le truc, la Seconde Guerre mondiale. C'est une question qui est posée, c'est une question qui est lourde pour nous parce que, au fond, elle nous empêche un peu de travailler. Hein. Les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées et il va falloir qu'on travaille avec ça. Donc, cette question-là, quand elle est posée à ce niveau-là, elle est difficile à répondre. Mais Wajdi la pose d'une façon différente. Il fait une espèce de what if social history. Donc une histoire sociale des possibles. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant parce que voilà, on prend un moment où il y avait une situation suspendue et puis on essaye de tirer les possibles de ça. Et donc là, je trouve que l'historien contemple ça avec plus de confort, mais pas seulement plus de confort, plus de simulation que quand on est en train de se poser simplement la question de est-ce que Hitler avait 5 couilles ou est-ce que s'il était mort en 1914, 1918 pendant la guerre, les choses se seraient passées autrement. Mais moi j'ai une petite question à vous poser, Wajdi. Vous avez beaucoup travaillé les questions de maths et de physique, ça se sent, ça se voit, c'est très stimulant. Mais il y a un phénomène qui est utilisé par les physiciens qui s'appelle la décohérence, et c'est le moment où on passe de l'histoire de des possibles à un possible. Et je voudrais savoir si vous aviez réfléchi à cette question-là. Au fond, vous avez choisi de prendre un moment liminal et de le développer, mais ce qui se passe après, à chaque fois, c'est quand même 3 possibles différents. Oui, en fait, le spectacle qui fait 6 heures n'est que le résultat du quart. Il n'est que le quart de ce qui a été écrit
et mis en scène parce que j'avais vraiment beaucoup de choses à raconter. Et puis, 24 heures, c'est long. Mais par rapport à ce que vous dites, pourquoi je me suis arrêté à ça, c'est parce que quand on parle, comment dire, c'est sûr que la liberté de l'artiste, qui a une autre contrainte, on a d'autres contraintes, mais on a au moins une liberté, c'est d'être extrêmement attentif à ce qui est au fond extrêmement fragile et proche de soi, et de ce qui nous fascine de manière surprenante, de ce qui nous visite, un peu comme un arbre peut être visité par un oiseau. L'arbre n'est pas propriétaire de l'oiseau, l'oiseau n'est pas... Il y a une relation entre l'oiseau et l'arbre. Pourquoi l'arbre niche dans cet arbre? Pourquoi l'oiseau niche dans cet arbre? Mais pourquoi on a telle idée à tel moment? On n'est pas propriétaire, on est visité. Il se trouve qu'il y a... Voilà, je vais aller très rapidement, mais c'est un peu la source de ce spectacle. Je suis en 6e à Paris. On nous amène voir un film de Kurosawa qui est Dersu Uzala. Bon, je vais voir Dersu Uzala, je suis en 6e. À la fin, on nous dit rentrez par vos moyens parce que c'est la fin, voilà, pas besoin de revenir à l'école. Je suis un peu perdu et une camarade de ma classe me dit viens si tu veux, le métro est par là-bas et on traverse le jardin du Luxembourg. En traversant le jardin du Luxembourg, on passe devant un stand qui vend des barbes à papa. Et elle me dit « Ah, tu en veux une ?» J'ai pas d'argent sur moi. Je dis en bredouillant que non. Elle me dit « Je t'en offre une. » Ok. Elle m'offre donc une barbe à papa. Et là arrive un moment absolument unique qui est « Je suis assis avec cette jeune fille en train de manger une barbe à papa et c'est le bonheur. » Des années passent, on quitte Paris dans des conditions difficiles, les années passent, 10 ans plus tard, je reviens à Paris pour la première fois, et par le plus grand des hasards, je passe par le jardin du Luxembourg, et je revois le banc. Et quand je regarde le banc, j'ai une conviction, mais c'est pas une impression, j'ai la conviction que j'y suis encore, je suis encore sur ce banc avec cette jeune fille, et je comprends que quand j'y étais avec cette jeune fille, j'étais déjà là à me regarder. Et ce n'est pas une impression, c'est une conviction. Et quand je me vois debout en train de me dire, mais j'y suis encore, mais donc ça veut dire que j'y étais déjà, je me dis, mais ça veut dire que je suis déjà quelque part dans quelques années en train de regarder celui que je suis aujourd'hui, en train de regarder celui qui était. Et cette chose-là va déterminer le théâtre que je vais faire. Parce que dans toutes les pièces de théâtre que j'ai fait, il y a cette chose-là qui revient régulièrement. Et il se trouve que par le plus grand des hasards, je la retrouve dans la physique, par une sorte de fabulation de la physique quantique. Et ça, je le raconte très rapidement pour dire qu'il y a quelque chose là qui relève d'une inconsolation. C'est parce que quelque chose n'est pas consolé, parce qu'il y a quelque chose dont je ne me remettrai jamais, qui fait que j'ai ce genre de fantasme. Mais le banc a rétréci, Wajdi, n'est-ce pas? Ouais, mais j'y suis toujours. Là, encore oui, le banc a rétréci. Ça, c'est encore autre chose par rapport à la physique quantique. Il y a un truc d'ailleurs rigolo, si je peux me permettre. Je ne le savais pas, mais moi aussi j'ai gardé un souvenir inoubliable de Dersu Uzala, qui est un des films de mon enfance. J'ai essayé de le faire voir à mes filles, ça a été un bide total, alors qu'elles ont été voir ton spectacle. Elles ont 12 et 15 ans, et qu'elles ont été captivées, et ensuite elles ont voulu voir Inglourious Bastard de Quentin Tarantino. Je me fais une certaine idée de l'éducation des jeunes filles, qui effectivement pose la question de what if history, mais il faut quand même bien dire d'un mot que évidemment c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus bouleversant que ça, ce qui nous réunit autour de racines carrées du verbe être. C'est pas seulement des histoires de bifurcation, c'est des histoires de permanence. C'est que d'une certaine manière, toutes ces possibilités sont toujours déjà là. Et c'est cela qui fait que notre position d'historienne et d'historien ne peut être que discrète et modeste face à ce spectacle dont tu dis, Wajdi, notamment dans l'entretien que tu as donné à Pauline pour Entretemps, qu'il a pour seule ambition, ce spectacle, de nous bouleverser, de nous désorienter, de nous faire perdre nos mots. Et donc, c'est pas le moment pour nous de ramener notre discipline historienne, mais simplement d'y reconnaître une forme de contemporanéité avec, disons, la condition historique. Je t'ai toujours entendu parler, je ne veux pas m'autoriser de notre amitié, mais j'ai toujours entendu parler d'une conversation
continue que tu entretiens avec les différents petits garçons que non seulement que tu aurais pu être, mais qui ont vécu leur vie propre, imaginaire, un tel étant resté au Liban, l'autre étant parti à Rome, etc. Et c'est là où effectivement l'hypothèse quantique désorganise notre chronologie, hein, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que ces réels sont ensemble en même temps, toujours quelque part, que tout ce qui aurait pu arriver d'une certaine manière a aussi une efficacité. Et effectivement, ce qui est drôle, puisqu'on parle de Derz Uzala, c'est que dans la plupart des cosmogonies, et en particulier sibérienne, il suffit de lire le dernier livre de Nastasia Martin, À l'Est des rêves, pour s'en convaincre, dans la plupart des cosmogonies, tous les possibles coexistent, au moins dans les rêves d'un enfant, d'un corbeau ou d'une rivière. Qu'il n'y a pas une des possibilités d'être au monde ou de relation avec le monde qui n'ait été expérimentée et qui ne hante quelque part le monde. Donc il y a l'histoire des bifurcations, mais effectivement, ça serait bien qu'on ne s'y attarde pas trop, parce que d'une certaine manière, disait Philippe Roth, par exemple, ce qui est intéressant dans le complot contre l'Amérique, c'est pas qu'il raconte ce qui serait passé si Charles Lindbergh avait imposé le fascisme aux États-Unis, c'est que ce qu'on a lu il y a 20 ans pour une uchronie était en fait un roman d'anticipation, puisque ça se passe aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'était là aussi, que ça se vit en même temps. Et ça, c'est évidemment la puissance du théâtre que d'en saisir la contemporanéité. Donc la fiction, là, on est en plein cœur, hein, Kurosawa, Inglourious Basterds, Racine carrée du verbe être, et puis la littérature. Lamia Ziadé, vous êtes auteur, vous êtes aussi illustratrice, mais bon, vous publiez des livres, des gros livres aussi, un peu comme les 6 heures de la pièce, chez POL. Notamment, vous avez publié donc en 2017 Ma très grande mélancolie arabe, sous-titré Un siècle au Proche-Orient, dans lequel on peut le dire quand même, vous faites une histoire, vous racontez l'histoire du Proche-Orient à partir d'un narrateur d'un personnage qui voyage dans le sud Liban au départ. Et en quoi est-ce que la fiction, et là en l'occurrence la fiction mêlée aussi au dessin, elle permet de peut-être raconter cette histoire-là, et peut-être précisément cette histoire aussi libanaise? Alors, dans mes livres, zéro uchronie et zéro fiction, en fait, parce que tout ce que je raconte est réel. Quand je raconte des histoires dont je ne suis pas sûre, je prends les précautions de dire on dit que, la rumeur publique raconte que, on pense que, mais je ne raconte rien même quand je parle de mes souvenirs personnels, il n'y a pas de fiction. Ce qui est spécial, disons, par rapport à notre sujet là, c'est que je le raconte à ma façon, et c'est ma façon de voir les choses, donc je n'ai pas du tout l'objectivité que devrait avoir un historien, quoique je pense, moi, que même quand on est historien, on n'est jamais complètement objectif, à mon avis, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais donc, ce qui est spécial dans mes livres, c'est ma façon de voir les choses. Et dans ce livre-là en particulier, je m'applique à voir les choses, les événements que je raconte. Ça peut être des événements très très connus comme la prise du canal de Suez, ou des choses plutôt inconnues même du public arabe. C'est de raconter les choses vues plutôt que vues d'Occident, alors que le livre est publié en Occident, que j'écris en français, que je vis en France, mais essayer de voir les choses plutôt donc c'est une question de point de vue du Proche-Orient. Ce qui donne des récits très différents de ce qu'on peut lire dans beaucoup de livres publiés en Occident, spécialement sur, par exemple, la prise du canal de Suez ou les accords de Camp David. Donc, voilà, c'est des sujets très... ou même la façon de voir Kadhafi ou Saddam Hussein que
presque dans mon livre, on a envie de les rencontrer tellement ils sont sympas, quoi. Donc c'est essayer de prendre le contre-pied de l'image qu'on a a priori un peu, à mon avis, caricaturale. Mais je ne parle pas tellement des historiens, mais plus de la presse ou du public occidental. Et dans ce livre-là, c'est ce qui m'a intéressée. Mais donc bon, après les exemples sont nombreux. La chose qui m'a décidé à faire le livre est très typique enfin explique bien, disons, quelle est ma démarche. C'est qu'en 2015, après les attentats qu'il y a eu à Paris, j'étais un peu choquée et déçue et énervée d'entendre continuellement à la télé que la violence est intrinsèque à l'islam, que les kamikazes, etc., tout ça, c'est vraiment, ça vient de l'islam. Et cette même année, complètement par hasard, je suis tombée sur... j'ai découvert le fait que les premières kamikazes du Proche-Orient, qui étaient libanaises, bien avant les palestiniennes et les irakiennes, étaient très souvent des chrétiennes, hein, des jeunes filles chrétiennes dans les années 80, ou celles qui étaient musulmanes étaient communistes. Donc vraiment, a priori, rien à voir. Et c'est ce qui m'a décidé à faire le livre. J'avais envie de raconter ça parce que juste, en fait, pour me défouler un peu de mon énervement par rapport à ce que je voyais à la télé française. Et c'est un peu comme ça qu'a commencé le côté historique de mes livres, parce que c'était pas mon but du tout au départ. Et Lamia, j'ai envie de t'interrompre et te dire qu'il y avait Samson dans l'Ancien Testament qui a dit « Alayhi wa ala ada ya Rab », c'est-à-dire sur moi et mes ennemis. Quand il a détruit le temple. Hein. Donc ça, c'est peut-être un des premiers attentats suicides de l'histoire ou de... Ah oui, je ne sais pas. Là, alors justement, je ne suis pas historienne, je ne sais pas tout. Non, ça, c'est pas un livre d'histoire, la Bible, mais c'est intéressant de voir que ces mythes existent aussi et que cette idée, justement, de détruire les autres en se détruisant soi-même a toujours existé. Oui, et puis au Japon, ça existe. Enfin, je voulais juste parler par rapport à l'islam, là. Bon, bref, c'était le début mais dans mon port de Beyrouth aussi. Et donc là, du coup, c'est très différent de ce que racontait Wajdi sur le choix des deux victimes dont il parlait. Moi, inversement, je dis qu'il n'y a jamais de fiction dans mes livres, mais c'est pas un choix. C'est parce que j'en suis incapable. Je ne sais pas inventer. Il faut un vrai talent, un don spécial pour raconter des histoires, inventer des histoires. Donc, moi, je ne sais pas faire. Tout ce que je sais, c'est raconter des histoires qui existent déjà. Et là, dans mon port de Beyrouth, j'ai effectivement dessiné et nommé chaque victime, enfin chaque nom. J'en ai fait une quarantaine sur les 200 morts qu'il y a eu, 210. Et c'était... on m'a souvent demandé, mais pourquoi tu as choisi un tel plutôt qu'un tel, etc. Et en fait, c'est là que je ne suis pas historienne du tout et que tout ce que je fais est très personnel. C'est juste ce dont j'ai eu envie de parler. Ça peut être l'inverse, c'est le problème inverse de ce que tu as dit tout à l'heure, mais c'était vraiment ceux dont les photos m'ont touché ou ceux dont l'histoire m'a touché ou ceux dont juste le regard ou ou ceux que j'ai eu envie de dessiner, puisque justement il y a des portraits, il y a des dessins de chacun. Donc voilà, ouais, c'est pas de la fiction, mais c'est quand même très personnel. Et peut-être que du coup, c'est peut-être de la fiction, enfin, c'est pas de la fiction, mais c'est pas de l'histoire en tout cas, puisque je choisis vraiment ceux dont je veux parler, ceux dont je veux pas parler sur un même sujet. On me dit, mais tu as raconté ça, mais tu aurais dû préciser aussi qu'il y a eu telle chose et tout. Eh ben non, je fais ce que je veux. Je ne suis pas historienne. Je choisis de raconter ce que je veux et qui va peut-être servir là où je veux en venir. Ouais, c'est ce que permet cette forme-là, cette forme littéraire aussi que Patrick Boucheron, vous avez pu emprunter aussi parfois, alors même que vous êtes au départ historien. Oui, je suis très frappé de la manière dont vous parlez les uns et les autres, et Wajdi en particulier, de la fiction comme
comme d'un abri, l'abri fictionnel qui permet d'une certaine manière non seulement à la fois de se relier, de se séparer du réel, et en tout cas de s'y lover et de parler justement, d'être juste avec les morts et au fond parce que c'est quand même ça, j'imagine, qui doit, Wajdi, te hanter. C'est-à-dire comment être juste, comment exposer cette effraction dans le réel, la nuit du 4 août, qui porte bien mal son nom au Liban, puisque c'est vraiment la nuit de toutes les inégalités. Oui, comme j'ai commencé à écrire, je suis très très touché par ce qui est dit, c'est que moi le réel m'est absolument interdit. Moi je peux pas raconter le réel, tout simplement parce que il n'est pas le même au sein de ma propre famille. Et je ne sais pas ce qu'est le réel. Je pourrais pas dire ça c'est le réel. Sur un exemple tout simple. C'est un exemple tout simple qui est au sein d'une incompréhension qu'on a entre ma sœur et moi, et surtout entre ma sœur et moi. Voilà. Ma sœur, mon père et moi, nous avons quitté le Liban en même temps, dans la même voiture. Un taxi qui nous a conduits. Alors voici comment moi je raconte l'histoire. Sur notre départ, la réalité, le réel, ce qui est arrivé. Je raconte ça comme ça. Je dis, j'ai 9 ans, donc j'ai quand même je suis à 1 mois d'avoir 10 ans, donc j'ai de la mémoire. J'ai de la mémoire. Donc je dis, voilà, mon père a trouvé un chauffeur de taxi qui veut bien nous amener à l'aéroport, donc de traverser la ligne verte qui est surveillée par les francs-tireurs, à condition qu'on amène avec nous un enfant adopté par une famille française, mais que l'orphelinat ne parvient pas à faire parvenir à la famille française. Donc le chauffeur, qui lui-même a été éduqué dans cet orphelinat, dit « Moi, je veux bien vous amener, à condition que vous amenez l'enfant avec vous ». Nous partons en 2 voitures différentes, à 1 semaine d'intervalle. Mon frère et ma mère d'abord avec l'enfant, ils partent, et 1 semaine après, le même chauffeur de taxi vient nous chercher, mon père, ma sœur et moi. On part, on arrive à Beyrouth, ligne verte, le chauffeur s'arrête, il nous dit, là on va traverser, ce qui va se passer, toi le petit, cache-toi, allonge-toi, toi la grande, couche-toi sur ton frère, et vous monsieur, glissez-vous le plus possible en dessous, et je vais traverser, si jamais la voiture s'arrête, attendez la nuit pour sortir, ça veut dire qu'il a été atteint, attendez la nuit pour sortir, ne sortez pas. Il fait le signe de la croix, il fait une prière et il fonce. Bon, l'histoire raconte qu'on est arrivé à destination, voilà. Bon, ma sœur, comment elle raconte l'histoire? C'est la même chose, l'enfant adopté, tout ça. Arrive le moment où on part. Ma sœur, nous sommes partis avec le chauffeur de taxi, nous avons contourné l'aéroport, nous avons contourné complètement en passant par Del Amal, où on s'est arrêté pour dire bonjour à notre tante. On est arrivé par l'autre chemin et on est arrivé à l'aéroport par le sud. On était dans la même voiture. Et moi, je sais ce que j'ai vécu. Et ma sœur aussi. Donc s'il faut que je raconte le réel, de notre départ, je raconte quoi? Alors je peux dire, je raconte mon point de vue, mais pour ma sœur, c'est une fiction absolue. Donc en fait, pour ne raconter ni l'un ni l'autre, je raconte une fiction, c'est-à-dire que la fiction devient pas seulement un lieu où je peux me protéger, c'est que c'est la seule voie possible de réconciliation entre les différents points de vue qui ne s'accordent pas. Si je raconte une fiction, ma sœur me dit, elle est super ton histoire. Elle me dit pas, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et ça, je me suis rendu compte que le réel m'est interdit. Je pourrais pas devenir historien. Je pourrais pas, pas parce que, alors que j'aimerais. Surtout le Liban en aurait besoin. Et voilà, vous le savez mieux que moi. Enfin, on a besoin de gens qui racontent la guerre civile. Mais voilà, en fait. Mais c'est ça, un abri fictionnel. C'est-à-dire, ça permet de laisser coexister plusieurs récits possibles d'un même événement, sachant que l'ensemble se ramène à une équation, puisque tu parles de mathématiques.
Todorov appelle l'équation du survivant, se sauver égale raconter. Alors ça, c'est valable pour la peste noire, le Décameron de Boccace, comme pour les archives du ghetto de Varsovie. Se sauver égale raconter. Mais, enfin, je sais pas, je veux pas, mais Christian, toi qui es féru d'histoire contemporaine, mais contemporaine de la révolution physique, hein, qui rend l'histoire contemporaine aussi de ce siècle de la relativité, la coexistence de deux trajectoires différentes au même moment selon les deux atomes, le frère et la sœur, ça ne t'étonne pas? Non, c'est pas étonnant. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, essayer de mettre en place des comparaisons, mais des comparaisons plutôt des positions des historiens et des physiciens, nous permet de rendre pas mal compte de ça. Les récits, c'est les récits. Le factuel, c'est le factuel. On peut très bien, et c'est ce que nous a appris à faire, nous ont appris à faire Hérodote et Thucydide, c'est croiser les témoignages et puis dire voilà, telle est la chose la plus. Les uns racontent ça, les autres racontent ça, et voici ce qu'on pense qui s'est passé. Ça, c'est quelque chose. Mais quand on passe du récit au réel, effectivement, il y a des moments où il y a plusieurs types, il y a plusieurs réels possibles, et puis il y en a un des deux qui s'effondre et qui ne peut plus avoir lieu, pas avoir lieu, etc. Et ça, on le voit quand on fait de l'histoire, mais évidemment, les physiciens sont bien plus familiers que nous de ce genre de choses. Mais c'est un exemple que je prends toujours. En novembre 1940, le ghetto de Varsovie se ferme. C'est-à-dire que, on le ferme, hein, évidemment. Il y a des gens qui construisent des murs, etc. Et pour comprendre pourquoi il se ferme, c'est pas la peine de revenir aux situations économiques ou aux choix de sécurité ou aux politiques antisémites, etc. Non, il faut juste reprendre la question de qu'est-ce qui se passe sur le Channel, dans la Manche. Bah voilà, il y a une bataille d'Angleterre. La bataille d'Angleterre, elle a lieu. Au moment où la bataille d'Angleterre, elle a lieu, les nazis imaginent qu'ils vont prendre les 4,3 ou 4,4 millions de juifs qui peuplent l'Europe qu'ils dominent, et puis qu'ils vont les mettre sur les bateaux que les Français ont, et puis ils vont les envoyer à Madagascar, où ces gens sont censés connaître une réduction démographique gravissime. Seulement, voilà, tout ça peut pas avoir lieu. Pourquoi ? Parce que les pilotes de la RAF vont vaincre la Luftwaffe et que les Allemands ne sont pas maîtres des mers. Et donc, au moment où cet événement extrêmement éloigné quand même, qui est la bataille d'Angleterre, a lieu, alors se dessine le destin des Juifs de Pologne. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que deux événements très éloignés ont en fait une relation qui est extrêmement importante et qu'on peut formaliser. Je me suis amusé à faire ça à un endroit qu'on peut formaliser et dont on peut montrer que les possibles de l'un ont un impact sur les possibles de l'autre. Et c'est ça qu'on appelle l'intrication en physique. Et donc voilà, c'est cette chose-là, je crois qui est intéressante aussi, c'est que vous faites exactement la même chose en fait quand vous faites de la fiction, et vous prenez un peu pour Dieu quand même, je dis. Quand vous faites ça, vous prenez le mécano et puis vous faites joujou avec. Quand Wajdi dit que finalement ça lui fait presque peur de se mêler du réel, vous avez, Lamia Ziadé, une manière particulière aussi de faire avec les lacunes de votre mémoire, parce que dans ce livre-là, Ma très grande mélancolie arabe, dont vous présentez une histoire, dans d'autres, c'est vraiment votre histoire personnelle, et notamment dans Bye Bye Babylone, c'est votre histoire à vous pendant la... oui, vous le dites pas explicitement, mais oui, si, c'est votre histoire à vous, évidemment. Et vous... vos dessins, ils sont là comme un dépôt d'archives, en fait. Voilà, c'est des emballages de papier de gâteaux, c'est des souvenirs de pâtisserie. Je prends plein d'exemples de choses alimentaires, mais plein d'autres choses aussi. Et à un moment donné, d'ailleurs, pour une pâtisserie dont vous dites je la reverrai plus jamais,
vous dites mais je sais plus comment elle s'appelait, si c'est la rose d'Idriss ou la rose du Liban, et à chaque fois que votre mémoire vous semble vous jouer des tours, vous le précisez comme un pacte avec le lecteur de je vous donne tout. C'est très différent, enfin, de votre... Oui, en fait, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire que moi, c'est tellement concret et terre à terre que si je ne suis pas sûre j'aurais pu inventer franchement entre la rose du Liban ou la tulipe du Liban ou je sais pas, mais c'est comme ce livre, c'est un peu comme si je le faisais aussi pour moi, donc je suis aussi très précise pour ça. Mais parfois, je crois moi-même à des choses que j'ai racontées et qui ne sont pas exactes, dont je suis plus sûre, mais parfois, donc, je ne le dis pas, mais moi-même, je finis par croire à ce que j'ai raconté quelques années après. Mais ce que vous dites par rapport au dessin est intéressant par rapport à mes livres, parce que c'est partie des dessins. Mon premier livre, Bye Bye Babylone, dont vous parliez, devait être pour moi juste un livre d'images sans texte. Je n'avais d'ailleurs jamais écrit avant, parce qu'au départ, je suis artiste et illustratrice, et c'était seulement ma mémoire visuelle et des archives visuelles qui menaient mon travail. Et au bout d'une trentaine de dessins, j'ai éprouvé le besoin de commencer à écrire pour les rattacher à un récit, mais qui était vraiment un récit donc concret, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, et qui s'est enrichi de l'aspect politique et des événements de la guerre du Liban. Et là, évidemment que je ne pouvais pas compter sur ma mémoire, j'ai fait des recherches dans des archives de journaux, évidemment, et autres, des livres, des documentaires, Mais oui, c'est un peu un travail j'ai fait un peu pour reconstituer en plus Beyrouth, les rues de Beyrouth, etc. Que j'avais 7 ans quand la guerre a éclaté, donc je n'ai plus revu beaucoup des lieux. J'ai dû faire beaucoup de recherches iconographiques, et c'est très difficile dans le monde arabe. L'archivage est vraiment super défaillant, et c'est très très compliqué. On n'a pas la culture de l'archivage qui est en Europe, avec tout est répertorié. Tout est gardé, conservé, etc. Par exemple, au Liban, les archives de la Bibliothèque nationale ont été pendant 15 ans stockées dans des caisses en carton dans un hangar du port de Beyrouth. Et elles ont, après la guerre, été dans un état déplorable et ont mis 10 ans à être restaurées. Donc, elles n'ont même pas été consultables pendant 25 ans. Et c'était l'époque où je faisais Babylone, c'était encore en restauration. Donc les recherches m'ont beaucoup amusée, parce que c'était un peu une enquête. J'avais l'impression de jouer à l'historienne alors qu'il n'en est rien, mais c'est la partie peut-être qui m'a le plus amusée et qui m'amuse le plus dans tous mes livres, c'est l'aspect recherche, et c'est trouver les histoires que personne ne connaît et qui vont éclairer, jeter un nouveau regard sur tel ou tel événement. Ça m'amuse beaucoup, mais c'est vraiment, moi, inversement, enfin, vous vous souvenez quand vous m'avez envoyé le mail pour m'inviter, j'étais extrêmement surprise, vraiment très surprise qu'on me prenne au sérieux, et maintenant, je comprends pourquoi. Depuis que j'ai vu la pièce aussi, j'ai compris que, enfin, je n'avais jamais vraiment pensé à toutes ces questions-là. J'avais jamais réfléchi à ça avant, je faisais mes livres comme ça, et je vois en quoi ils s'inscrivent maintenant dans ce que vous essayez de raconter l'histoire autrement que simplement par des recherches académiques. Non, sur la discordance des témoignages, juste pour ce que effectivement les trous ou les détours et les détours de la mémoire, puisque tu m'as présenté comme médiéviste, que je suis dans le civil, je peux effectivement ramener ma fraise de ce point de vue-là. Si on passait tous devant un tribunal d'inquisition, on le sait puisqu'il y a des manuels d'inquisiteurs, ils avaient à ce qu'ils appelaient éprouver la validité de la preuve. Et si à 20 ou 30 ans d'intervalle, un frère et une sœur disent exactement la même chose, ont le même récit d'un événement traumatisant, c'est qu'ils mentent.
c'est qu'ils se sont mis d'accord la veille. Si leurs souvenirs diffèrent, et si même ils s'engueulent sur cette discordance, on a plus de chances, disait-on au XIIIe siècle, d'être devant un récit véridique. Parce qu'on savait bien, à ce moment-là, que, par définition, on caractérise l'événement traumatique par le fait qu'il va faire dévier le cours du souvenir. Donc, faut pas confondre quand même les historiens et les flics. Il ne s'agit pas de recouper les sources et de prendre celle qui semble la plus vraisemblable. Le plus souvent, c'est quand même l'inverse. Non, mais parce que même tout à l'heure, vous disiez, je sélectionne et je travaille et je fais parler mais même, ouais, je dis aussi, on travaille sur les gens dont on a envie de parler. Mais en fait, souvent, on fait ça aussi un peu en histoire, non? On travaille aussi sur les... On choisit. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que je ne pensais pas que les historiens étaient forcément objectifs. Forcément, on a envie de défendre... Enfin, j'imagine, là, je m'avance peut-être un peu trop. Je ne suis vraiment pas spécialiste, mais déjà, il y a des événements qu'on lit dans différents livres d'histoire et qui sont racontés différemment. Donc... forcément, il y a un point de vue toujours, quoi. Si c'est un historien américain qui raconte les accords de Camp David ou si c'est un historien libanais, je pense qu'ils vont pas avoir la même façon de raconter le même événement. Oui, mais si je peux me permettre, il faut quand même faire des distinctions entre l'histoire qu'on a racontée. Bon, moi, d'accord, je veux bien parler de Machiavel, mais je veux dire, il n'y a pas mort d'homme. Christian, il y a beaucoup de morts, et précisément, voilà, en tant qu'historien du nazisme, il doit quand même se faufiler dans une historiographie énorme, voilà, monstrueuse, d'Ima. Pardon, mais effectivement, voilà, ton livre sur la guerre civile libanaise, il est admirable on peut le dire aussi de temps en temps, de rigueur, de probité, de sobriété, parce que à ce moment-là, il faut quand même établir les faits. Enfin, voilà, c'est-à-dire que ne nous méprenons pas sur ce fait, et c'est une façon aussi de défendre notre démarche, Pauline. On ne divertit pas l'histoire de son rôle social en rappelant que l'histoire est aussi une entreprise de création de l'esprit, et on est toujours intraitablement historienne et historien quand on tente de montrer comment l'histoire, d'une certaine manière, ne s'affaiblit pas en exposant ses faiblesses, ce qui ne nous empêche pas, quand même, de temps en temps, sur des sujets, j'allais dire, frais, comme la guerre du Liban, de vouloir, oui, quand même, établir les faits. Bien sûr. C'est le rôle de l'historien, justement. Et en effet, au départ, il y a tellement un traumatisme que l'historien ne va pas se saisir très vite de cet objet, surtout quand il s'agit de guerre civile, où c'est une guerre totale, une guerre fratricide, une guerre honteuse. On a honte de ce qui s'est passé. On n'arrive pas à voir les choses comment dire, en face, parce que on va toujours accuser l'autre d'avoir commencé. Et d'ailleurs, les responsabilités sont très importantes quand il s'agit de guerre civile. C'est-à-dire qu'il faut... pendant des années, j'ai travaillé sur la guerre, pendant 20 ans, et la seule chose qu'on me demandait, c'est la faute à qui ? Personne au Liban ne voulait savoir autre chose que c'est la faute à qui. Et on me demandait, c'est la faute à qui? Qu'est-ce que tu as découvert pendant toutes ces années? Ça fait des années que tu fais ta thèse, etc. Mais c'est la faute à qui? Ils veulent rien savoir d'autre. Alors l'idée, c'est que on veut toujours externaliser le mal, le sortir en dehors de soi-même, essayer de rendre les autres coupables. D'ailleurs, on l'appelle la guerre des autres. Hein, souvent, on a envie de dire la guerre des autres. Ça aussi, le terme civil pose problème. C'est la guerre du Liban, guerre civile, Liban en guerre, etc. Il y a tellement d'appellations. Et justement, moi aussi, j'ai un problème avec guerre civile, notamment
c'est parce que en arabe, harb ahliya, qui est traduit par guerre civile, ne veut pas dire la même chose que guerre civile en français. Et là aussi, on a un problème sémantique, c'est essentiel. Parce que harb ahliya en arabe, c'est une guerre entre parentèles. C'est un petit peu, c'est plus proche de la stasis des Grecs, plutôt que de guerre civile. Civile dans le sens où c'est la cité, enfin, il y a autre chose dans le harb ahliya, et donc on a plus honte de parler de harb ahliya, tandis que si ça avait la même connotation qu'en français, probablement on aurait un petit peu moins honte. Alors il y a toutes ces représentations, et c'est pour ça qu'on comprend mieux que les Libanais n'ont pas envie toujours de l'appeler harb ahliya ou guerre civile, et qu'ils sont choqués. Souvent ils ont dit notre guerre, ils disent notre guerre, harb, la guerre, hein, parce que certainement c'est la guerre, avec un grand L peut-être. Là, c'est ça, c'est le détermine, enfin c'est le L, l'article. Et en fait, tout ça pose problème. En plus, aujourd'hui, on sait que le terme ou le concept de guerre civile chez les historiens et chez les spécialistes a englobé aujourd'hui toutes les ramifications régionales et globales. Donc là encore, ça pose un autre problème. Parce que quand on parle au profane, le layman, lui ne sait pas que toutes ces ramifications générales, globales, internationales et régionales ont été incorporées ou insérées dans le concept de guerre civile. Pour monsieur et madame lambda qui a vécu la guerre civile, pour eux, la guerre civile, c'est entre frères, c'est entre parentèles, ahl. Et donc, pour eux, c'est très difficile d'accepter ça quand ils savent ce à quoi ils ont été témoins, c'est-à-dire une guerre aussi des autres sur le territoire libanais. Quand ils savent que le Liban est devenu l'abcès de fixation de la guerre froide, de la guerre israélo-arabe, d'une guerre froide entre Arabes, hein, entre Jabhat al-Raf, le front du refus, et ceux qui ont commencé à accepter la paix avec Israël, et aussi entre les différents les principaux acteurs régionaux, hein, et en plus de ça, la guerre fratricide purement civile, c'est-à-dire pour des raisons structurelles, pour des raisons évidemment sociales, pour plein de raisons, hein, internes. Donc, ça pose problème. Alia Aglan a parlé de guerre-monde. On va peut-être aussi demander à Wajdi, parce que moi, j'ai tellement apprécié cette pièce. J'en suis sortie bouleversée, mais à plein d'égards. Je pourrais en parler pendant 2 jours. Et même plus que les 24 heures dont tu as besoin pour finir le reste de ta pièce. Mais ce qui m'a le plus frappée, c'est toi qui travailles sur la guerre civile depuis des années, différents livres, etc. Alia m'avait demandé au sortir de ma thèse, sortons jamais d'une guerre civile. Qu'est-ce qu'une sortie de guerre? Et là, toi, tu parles tout le temps de cette guerre du Liban. Elle est transversale, elle est dans tous tes travaux, même si tu ne la cites pas souvent, mais elle est là. On la reconnaît. Enfin, ceux qui l'ont vécue et ceux qui la connaissent, ils la reconnaissent, hein. Et là, toi, tu es sorti du Liban. Même en sortant du Liban, tu n'es pas sorti de la guerre. Et pour toi, le concept de sortie, parce que ça m'a énormément frappée, parce que tous sont sortis. Il y a une famille qui est restée au Liban, et quelque part, tu montres que, en fait, celle qui est la plus réussie, c'est cette famille qui est restée au Liban. Et tu montres. Et moi, je vais te dire quelque chose, Wajdi, et c'est d'expérience, pardon, et je vais me taire. Ma belle famille est venue au Liban avant la guerre. Et c'est des Belges, des Franco-Belges, ils se sont installés au Liban avant la guerre. Le frère de mon beau-père a eu un foyer éclaté, complètement éclaté. Sa famille a été éclatée, etc. Ils sont restés en Belgique. Mon beau-père a toujours dit, malgré la guerre, malgré toutes les souffrances, malgré tout,
ma famille, parmi toute sa famille, c'est la seule qui est restée unie, c'est la seule qui est restée soudée, c'est la seule qui s'aime encore. Et voilà. Alors moi, j'ai envie de te demander, j'ai vu ça dans ta pièce avant-hier et ça m'a énormément touchée, bouleversée. Beaucoup de questions. Merci. Merci. Moi, j'ai grandi à l'extérieur du Liban. Moi, depuis l'âge de 10 ans, je vis... depuis l'âge de 10 ans, les gens avec lesquels je vis ne sont pas capables de dire mon prénom. Donc, je vis avec ça. Et donc, en France et au Québec. Donc, j'ai appris... mais j'ai grandi avec ça. L'exil m'a sauvé de beaucoup de choses. L'exil m'a sauvé de la détestation, m'a sauvé de plein de choses. Je suis né dans une famille extrêmement aimante, mais complètement... qui m'a appris à détester les autres. Elle m'a appris à détester les autres et elle m'a appris aussi à me battre pour rappeler que c'est moi la victime. Avant tout. Tu as appris autre chose. Voilà, bon. Mais surtout, je suis victime parce que, à cause de tous les autres. Et il se trouve que, grandissant, ayant des amis français, faisant du rugby, allant au Louvre, découvrant le théâtre, ensuite allant au Canada, découvrant donc les anglo-saxons, découvrant les Amérindiens, non, je ne suis plus resté le Libanais que mes parents auraient voulu que je sois. Et donc, grandissant, j'ai, à un moment donné, comme tout adolescent, touché à mes premières colères. Et il se trouve que mes premières colères ont été tournées contre les exilés libanais. Et je crois que ma colère contre les exilés libanais, ma colère contre le racisme des exilés libanais, ma rage contre l'égoïsme des exilés libanais est sans fond. Sans fond. Or, il se trouve que le théâtre que je le fais avec des Canadiens qui n'ont rien à voir avec les exilés libanais, devant du public canadien qui n'ont rien à voir avec les exilés libanais. Pour vous dire une histoire très... ces exilés libanais, il n'y a qu'une chose qui les fascine, c'est que je suis connu et que je suis dans le journal. Mais que ce que je raconte dans mes pièces... Bon. Du coup... j'ai compris une chose très rapidement, c'est que ils ont importé la guerre civile avec eux. Ils l'ont importé, cette guerre parentale. Ils ont surtout importé la honte. La honte, la honte, la honte. Et donc, dans cette honte-là, l'impossibilité, le refus violent de raconter. Voilà, scène typique. Mais papa, je comprends pas, là, quand on est parti de tel endroit à tel endroit, qui tirait sur qui ? Mais arrête de poser des questions. Bon, d'accord, ok, mais j'aimerais bien juste savoir ça. Mais non, mais arrête. Bon, mets le hummus à table, mets le taboulé, mets Fayrouz, etc. Et une sorte d'obstination dont j'ai été délivré lorsque je suis retourné au Liban pour la première fois et que je me suis retrouvé avec des Libanais du Liban qui n'avaient pas fui la guerre, qui étaient restés au Liban. Et là, j'ai recommencé à aimer le Liban. J'ai recommencé à aimer le Liban grâce aux Libanais qui ont vécu la guerre, qui ont subi la guerre, et j'ai développé j'avais cette colère très grande. Mais à un moment donné, je me suis dit, je veux pas être dans cette colère. Je veux pas être dans cette colère. Comment m'en sortir ? Eh ben, j'ai compris qu'il fallait que je m'en sorte par moi-même. C'est-à-dire comment ? En allant très souvent au Liban, et en allant au Liban avec des projets artistiques. Donc, aller faire du théâtre au Liban, aller faire des stages avec aller au Liban comme artiste, et non pas comme bon petit garçon de la famille Mouawad, etc., comme artiste. Et aussi à aller dans les quartiers où on m'avait toujours interdit d'aller. Donc, aller au sud, visiter le sud, tout seul, rencontrer les gens, m'asseoir avec eux, parler avec eux, les enregistrer, me faire demander « mais pourquoi tu enregistres ? Donne-moi ton appareil photo, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi tu as pris ça en photo ?» etc. Et puis discuter, aller dans Sabra et Shatila, me retrouver avec un chauffeur de taxi qui m'amène à Sabra et Shatila parce que je voulais rentrer pour écrire un imam. Et là, je dis au chauffeur « attendez-moi ». Bon, il m'attend, je rentre, je reste 3 heures dans le camp, je sors, complètement bouleversé, et je vois le chauffeur qui est debout en train de fumer une cigarette, comme ça, dans une espèce de silence très profond.
J'attends qu'il finisse sa cigarette, et là, il me dit, ouais, en arabe. Moi, c'est la 2e fois que je viens ici. Donc, ça veut dire que la première fois, c'est quand il est rentré comme milicien dans le camp. C'est ça que ça voulait dire. Et ben, c'est ça qui m'a appris à renouer des liens avec le Liban, et j'ai compris que tant que... On m'a souvent dit, mais pourquoi tu tapes beaucoup sur les chrétiens maronites dans toutes tes histoires, c'est vraiment eux. Je dis, bah, c'est pas compliqué. Moi, mon rôle, c'est de nommer les responsabilités de mon camp. C'est ça mon rôle, et je continuerai à le faire. Si les autres ne le font pas, c'est leur problème. Mais moi, j'ai à raconter ce que mon camp a fait de mal. Et que mal. Je ne raconterai pas ce qu'il a fait de bien. Je veux faire mal. Je veux faire mal à mon camp. Je veux faire mal aux chrétiens maronites. Mon oncle, qui est un grand historien, pardon, je vais juste interrompre 2 secondes, qui est décédé il y a quelques semaines, disait que la guerre du Liban ne sera finie que quand chaque camp se critiquera ou critiquera sa propre histoire, mais complètement, c'est-à-dire cassera sa propre histoire. Oui. Et à ce moment-là, on pourra éventuellement construire quelque chose de commun. Et quelque part, moi, je tiens à le faire parce que je tiens à ce que mes enfants disent « Ah ben mon père, il nous a raconté l'histoire, il nous l'a pas raconté en se victimisant, il nous l'a raconté. » Je tiens à le faire parce que c'est... comment dire, je ne suis que le fruit de cette guerre. Je ne peux pas raconter autre chose, je ne suis que le fruit de cette guerre. Donc un fruit ne peut pas se reconnaître le fruit d'un autre arbre. Je suis le fruit de la guerre civile. Donc il y a les pommiers, les pommes, les poires, les figues, les raisins, et il y a les guerres civiles. Et c'est un fruit, et je suis ce fruit-là. Et je pourrirai comme ce fruit-là, et voilà. Et donc, je peux pas raconter autre chose. Je peux pas sortir de ça. C'est comme si on demandait à une poire, quand est-ce que tu cesseras d'être une poire ? Mais alors, comment tu expliques tout le déni qui touche le peuple libanais ? Parce que moi, je suis traitée de folle au Liban, c'est-à-dire parce que j'ai pris le taureau par les cornes, parce que j'ai fait l'histoire de cette guerre. Je suis traitée comme une folle. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu as à travailler pendant 20 ans sur la guerre du Liban, alors que tu l'as vécu pendant 15 autres années, c'est-à-dire le 3/4 de ta vie. Enfin, qu'est-ce qu'il en reste ? On me dit la même chose, exactement. Donc, pour tous mes livres, on me dit la même chose, spécialement pour quand j'ai fait Bye Bye Babylone, mais les gens ne veulent effectivement plus entendre parler de la guerre, mais pas seulement les exilés, les Libanais qui vivent au Liban aussi. Mais je reconnais j'ai le même parcours un peu d'être retournée. Bon, moi j'ai vécu toute la guerre civile au Liban, mais après j'ai fait des études en France. Mais chaque fois que je retourne, effectivement, je vais dans les quartiers où je n'allais pas enfant, à Sabra et Shatila, etc. Et c'est vrai que j'ai eu le même besoin de retourner pour travailler au Liban et pas en vacances, voir la famille, etc. Et ça, c'est vrai que chez les exilés, disons, c'est assez rare et c'est important. Je pense pour ce qu'on fait, c'est très important. Et par rapport à la critique de son propre camp aussi, complètement. On m'a reproché ça pour Bye Bye Babylone en disant que je chargeais beaucoup le camp chrétien par rapport aux autres, etc. J'ai eu tout ce genre de remarques aussi. Je pense aussi sur pourquoi on n'y arrive pas. Je crois que là, il faut aussi nommer la responsabilité politique. C'est-à-dire, à un moment donné, on a besoin que le symbole qui représente ce qu'on appelle un pays symbolise pas une réconciliation, mais symbolise une mémoire. Symbolise une mémoire. Et ça, il n'y a que les artistes pourront se démener autant qu'ils veulent, la société civile peut se démener autant qu'elle veut, tout ce groupe des femmes qui se bat pour la mémoire des disparus et qui sont laissés à eux-mêmes, à elles-mêmes, eh bien, tout ça fait en sorte que tant qu'un pouvoir politique ne pose pas symboliquement, je pense c'est Helmut Kohl et Mitterrand main dans la main à Verdun, c'est ça l'image. Ils sont main dans la main, c'est ça. Bon, ça fait le tour, ok, bon, d'accord, c'est que symbolique, mais il y a eu des tentatives, Wajdi. Il y a eu des tentatives qui ont été refusées. Ça dépend. Enfin, il y a eu des tentatives par certains
entre guillemets, protagonistes, Oui. qui ont été refusés par d'autres. Mais c'est cette faiblesse-là. Je t'enverrai des articles. C'est cette faiblesse-là. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que la génération de ceux qui ont fait la guerre, comme acteurs principaux, vont bientôt partir. Aujourd'hui, ils ont 82 ans et 80. Voilà, ils vont bientôt partir. Nous, notre génération qui étions enfants lorsque la guerre a commencé, nous avons dans la cinquantaine. On peut encore être la mémoire de quelque chose, mais à un moment donné, ceux qui viendront après, ils vont devoir inventer. Je leur fais confiance, mais je trouve dommage que ça serait tellement plus rapide si on avait le courage que les Allemands ont eu après la guerre, qui était un chemin qui n'est pas fini, mais ils ont quand même eu ils ont essayé. Ça, il s'est passé par toutes sortes de chemins. Enfin, moi, je le dis à partir de la lecture d'un livre que Olivier Gouez a fait sur les Allemands d'après-guerre, où j'ai été jaloux. Malgré tout, c'est-à-dire d'avoir ce courage de poser des gestes et qu'ils soient acceptés. Un geste, dire, je sais pas, mettons un lieu neutre où on se retrouve et on dit cette guerre a eu lieu, nous l'avons menée, beaucoup de gens sont morts, que faisons-nous maintenant? Enfin, n'importe quoi. Ce qui me frappe d'ailleurs, pardon, excuse-moi Pauline, c'est que ce qui est commun à vous quatre, c'est de faire face à ce que vous faites, à vos travaux, y compris à toi, Christian, comme historien, c'est de faire face à l'ensauvagement. Bon. C'est vraiment le cœur, je crois, voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, j'en pense que je suis beaucoup plus protégé que nos trois spécialistes spécialistes ou usagers ou bardes du Liban. Moi, c'est pas mon pays. C'était il y a 3 générations. Je suis armé de tout ce qu'il peut y avoir de sciences sociales et d'histoire, etc., etc. Je suis très protégé. Une des choses que vous disiez, Wajdi, c'était vous êtes jaloux des Allemands, mais les Allemands, ils appliquent Freud. Il y a une génération pour commettre le crime, une génération pour l'oublier et se remémorer, une 3e génération pour le remémorer. Vous êtes en gros la génération des Bader, Meinhof, etc. C'est-à-dire vous êtes en train de prendre la mémoire dans la tête et c'est vos enfants qui devraient symboliser, en théorie. Or, vous essayez de prendre de l'avance. Et voilà, mais bon, c'est bien, il faut essayer de faire mentir les choses. Il y a 2 petites différences, pardon, je t'interromps. La première, c'est que notre guerre est une guerre civile, qu'on le veuille ou pas, c'est-à-dire que, par rapport à l'Allemagne, c'est-à-dire qui a fait ses propres, qui a traité avec ses propres démons, mais c'est une guerre civile où on rejette toujours la faute sur l'autre qui est toujours là avec nous, qui vit. Et la deuxième chose, c'est la longueur de la guerre, c'est-à-dire 16 ans, c'est quand même aujourd'hui 3 générations et qui se perpétuent par d'autres moyens. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a l'impression que on est en plein dans une guerre civile, dans une autre forme de guerre civile à travers les réseaux sociaux, et qu'il ne faut qu'un petit, je sais pas, une étincelle pour que tout ce qui est encore virtuel qu'on passe à l'acte, c'est-à-dire que le fantasme passe à l'acte, c'est-à-dire qu'on transgresse à nouveau l'interdit de meurtre. Et là, je ne sais pas si on peut faire des... Je pense qu'effectivement, il n'y a pas de, la comparaison, elle devient très très vite extrêmement hétérogène. Simplement, le séquençage est peut-être quelque chose qui peut vous intéresser. C'est-à-dire que moi, ce que je disais, c'est que à partir des années 50, il y a une génération de gens qui commettent les crimes. Ils sont nés entre 1900 et 1915 à peu près. Ils commettent les crimes. Après, on leur dit bon, écoutez, business as usual. On va reconstruire une société. C'est Adenauer. Et puis là, il y a leurs enfants qui sont en train de dire excusez-moi, il y a quand même un tout petit problème le soir. J'arrive quand je dîne avec mon père, il trempe parfois un peu et il a été en Biélorussie. Il était dans la SS. Et là, oh, merde. Quand on sait ce que ça veut dire, voilà, c'est difficile de dîner tous les soirs avec un grand criminel de guerre. Et donc il y a ces jeunes gens sont là et posent une question très simple: papa, t'étais où entre 41 et 45? Seulement cette question-là, pour avoir des réponses, Wajdi, on le voit très bien dans la pièce, face au silence des pères, la plupart du temps, on crie, on tape du pied ou on pose des bombes.
Hein, et c'est Bader et Meinhof, et c'est la troisième génération, les enfants de cette deuxième génération qui symbolisent et arrivent à mettre en place des récits qui sont, je dirais pas peut-être pas plus apaisés, c'est un vocabulaire qui est pas le mien, mais plus analytique dans tous les cas, où avec un peu de sociologie, un peu d'anthropologie, un peu de même ne serait-ce qu'un peu de positivisme, et ben on arrive à faire le récit de la mémoire de nos pères. Voilà. Et donc, c'est peut-être ça que vous êtes en train de faire accoucher tous. Hein. Il y a encore un élément essentiel, c'est que l'Allemagne, il y a quelque chose qui est fini, c'est-à-dire au niveau du leadership, c'est fini. Tandis que là, chez nous, on perpétue le leadership qui est le même. En fait, les tueurs, les chefs de milice durant la guerre, ce sont les mêmes aujourd'hui qui sont à la tête de l'État. Donc aujourd'hui, moi qui enseigne dans 3 universités et dans une école, je vois aujourd'hui que finalement ces jeunes-là, eh ben, il a fallu rien du tout pour que tous se remettre dans les mêmes, on va dire, dans les mêmes catégories ou les mêmes, les mêmes rangs que leurs parents. Mais tous, on a ressorti les mythes de guerre, on a ressorti les chansons de la guerre, donc on a ressorti les morts qui n'en finissent pas de mourir, ces martyrs qui n'en finissent pas de mourir. Ils sont toujours haïfin, c'est-à-dire vivants en nous, hein, et c'est des mythes qui ont la vie longue, la vie dure, quoi. Malheureusement, ils disparaissent jamais. Et on va faire tous ces usages du passé, tous ces usages des... Régionalement, en plus, chez nous, c'est pas fini. Je veux dire, Non, entre la Syrie, Israël, l'Iran, là, on ne parle plus de guerre civile, mais de la guerre. Moi, j'ai jamais eu l'impression c'était terminé. En plus, on a eu 2006, on a eu les attentats, on a eu beaucoup d'épisodes depuis qui font que je ne vois pas pourquoi on dirait que la guerre est finie. Et puis le 4 août, évidemment. Mais... Moi, je me rends compte que mon problème en ce moment, c'est que je sens que je vais devenir inaudible. C'est-à-dire que je ne peux pas parler d'autre chose que de ça. Je ne peux pas parler d'autre chose que de la guerre civile libanaise. Je l'ai fait de toutes les manières possibles, en ne la nommant pas, en la nommant, sur des solos, sur des spectacles qui duraient 1h10, oui, mais vous ne l'avez pas vu, des spectacles de 6 heures. Je l'ai fait dans tous les sens. Comédie, Willy Protagoras enfermé dans les toilettes, Journée de noces chez les Cro-Magnons, c'est très très drôle. Tragédie, vraiment. Et je sens que je deviens inaudible parce que je sens que même... du point de vue du public, j'entends quelque chose qui semble dire « Ah bah oui, encore ça, bah oui, bah lui, il parle toujours de ça, etc. » Et comme je parle à un public qui n'est pas libanais en général, ce public-là, il ne peut pas se dire « Mais bien sûr, il ne peut pas parler d'autre chose. » Ce public-là, le public français, ne peut pas se dire ça. Le public français peut juste se dire « Ah bah, il raconte toujours le même truc, quoi. Il revient toujours question d'origine, d'identité, la guerre civile, ouais, bon, peut-être ça pourrait être autre chose. » Ben non, ça ne peut pas être autre chose. Mais je sens que là, j'ai vraiment tiré l'élastique jusqu'au bout. Donc ça me donne le sentiment, au fond, qu'il faut, comme si... en fait, la surprise pour moi, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui touche à ses limites, à force d'être, comment dire, ouais, d'être dans l'exil, d'être dehors. Sauf que, pardon, mais si je peux me permettre, et je veux pas, pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu Racine Carrée du Verbe être, d'abord leur dire que j'ai des envies, et ensuite, je sais pas, donc. Dire des choses qui pourraient, au fond, gâcher votre surprise. Mais quand même, on comprend assez vite que dans les différentes possibilités qui s'offraient effectivement aux jeunes garçons au bord de fuir le Liban, alors effectivement, celui qui reste, bon, il est triste quand même, hein. Voilà, il est vraiment triste, c'est bon. Il y a là une mélancolie arabe aussi, mais quand même, l'histoire qui dérape le plus violemment, tout de suite, en fait, et qui est sans sauvage,
c'est l'histoire texane. Et là, c'est une pure fiction, moi, je dis. Et ça, quand même, dans le spectacle, ça dure. Enfin, je veux dire, ça se loge, quand même. Comment ça t'est venu, d'ailleurs, cette histoire? De Texas? Ouais. Ben, moi, on devait aller au Texas après Paris. C'est-à-dire, quand la France ne nous renouvelle pas nos permis de séjour, mon père dit, bon, ben, on ne peut pas revenir au Liban, on va aller au Texas parce que j'ai 2 tantes et 3 oncles qui sont installés là-bas avec les cousins, les cousines, parce que le climat du Texas est proche du climat libanais. Il y a beaucoup de Libanais en région de Houston. Et on devait aller en région de Houston, en banlieue de Houston, qui ont voté 87% Trump. C'est-à-dire là où tous mes cousins, cousines, tantes, oncles habitent, ce petit lopin-là, ils ont voté, alors je ne sais pas eux ce qu'ils ont voté, mais ce petit lopin a voté 87% Trump. Ouais, j'aurais habité là. Oui. J'aurais habité là. Oui, mais tu n'aurais pas nécessairement été l'assassin. Non, mais voilà. Attends. Oui, mais d'où ça vient, ça Je vais te dire. Oui. Et ça vient d'où? Ça vient du fait que je visite 2 ans après. Donc, on va au Québec pour toutes sortes de raisons, finalement. Et donc, 2 ans après, on va visiter nos cousins. J'arrive en banlieue de Houston. Quand je dis banlieue de Houston, ça veut dire 1h30 du centre-ville en voiture. C'est ça, banlieue de Houston. Il n'y a pas de trottoir. Il n'y a pas de trottoir. Moi, je sors pour aller faire une balade, j'aime bien marcher. Et ma cousine me dit, mais tu peux pas marcher. Je dis, pourquoi? Elle me dit, il n'y a pas de trottoir. Je dis, comment il n'y a pas de trottoir? Bah non, comment vous faites pour aller faire vos courses? On prend la voiture. Et en effet, il n'y a pas de trottoir. Il n'y a pas de trottoir, il n'y a que des maisons, il n'y a pas de théâtre, il n'y a rien. Tous mes cousins garçons, tous sans exception, ne font que soit stationner les avions à l'aéroport de Houston grâce à mon oncle qui était agent de sécurité, évidemment, pour surveiller les bagages. Et pourquoi c'est lui qui est devenu le chef de la sécurité à Houston, à l'aéroport? Parce qu'il reconnaissait à l'œil les filous, les passeurs de drogue. Pourquoi il les reconnaissait à l'œil? Parce que lui, qu'est-ce que tu crois qu'il faisait au Liban? Donc il les connaissait très bien. Il disait, bon, non, mais donc il a fini par devenir chef. Il a fait rentrer les cousins, les cousines pour stationner les avions. Donc j'aurais soit stationné les avions, soit j'aurais travaillé dans les falafels et les kebabs, monté par d'autres oncles, tantes, etc. Bon, je vois pas et comme j'étais très mauvais à l'école, je ne vois pas quel autre chemin. Bon, j'appelle ma sœur, je lui dis, mais toi, tu penses quoi, Naïla, si nous avions été au Texas? Qu'est-ce que je serais devenu? Et elle me dit, toi, mais t'aurais tué quelqu'un. Elle me dit ça. J'ai donc, ah ouais. Elle me dit, oh bah c'est sûr, t'aurais craqué, t'aurais tué quelqu'un. Et comme c'est grâce à elle, finalement, qu'on n'a pas été au Texas, à cause d'une histoire d'âge, elle me dit souvent, n'oublie pas ce que tu me dois. Parce que, donc elle me dit ça, elle me dit, t'aurais tué quelqu'un. Je fais, mais c'est génial comme histoire. Ok, j'aurais tué quelqu'un, donc il y a peine de mort, c'est trop bien. Et arrive donc cette articulation, et c'est la première scène que j'ai écrite. La première scène que j'ai écrite de Racine Carrée, c'est la première scène du Texas, au début du spectacle, cette rencontre entre le jeune homme et lui. Et elle me vient comme... Elle durait 1h30. La scène, aujourd'hui, elle fait 20 minutes. Elle durait 1h30. Il y avait toute l'histoire du Liban, les Ottomans, les Phéniciens. Il y avait toute l'histoire du Liban dans cette scène-là. Je te jure. Le rapport aux femmes de ménage, le rapport aux Philippines, il y avait toute l'histoire du Liban dans cette scène racontée par un type qui va se faire exécuter 1 semaine plus tard. Voilà, je ne sais pas pourquoi je parlais de tout ça. Oui, d'où est venu ce Texas? Voilà, donc c'est venu de là, c'est venu de ma sœur, c'est venu du fait que vraiment, alors c'est l'histoire la plus réaliste pour moi. Je ne vois pas comment j'aurais pu m'en sortir au Texas. Franchement. J'arrive à voir un peu Paris, si j'étais resté à Paris, si j'étais resté au Liban. Je vois un peu. Mais le Texas... Et le frère en colère, celui qui veut qu'il soit quand même exécuté. Parce que ça a à voir avec ce dont vous parlez. Oui. Très exactement. C'est-à-dire comment solder la guerre civile. Lui, on l'oublie un peu à la fin de... En fait, je me suis rendu compte dans cette pièce, parce que j'ai pas fini, il n'y a aucune des histoires qui terminent. Ah oui, c'est ça, il y en a que tu n'as pas fini. Il n'y en a aucune que j'ai fini. Mais quand je dis, non, il n'y en a aucune qui se termine. Mais ça, c'était vraiment intéressant, parce qu'en fait, je me suis rendu compte
C'est pour ça, je veux dire, le pauvre Italien, il finissait les bras coupés. Hein. Il finissait avec les mains coupées. Et ça m'intéressait parce qu'il y en a un qui est peintre, il y en a un qui joue du saxophone. Tous sont un peu artistes, ils se faisaient couper les mains. Mais bon, j'ai pas écrit la scène, ça finissait... Enfin bon... mais je me suis rendu compte que si je finissais toutes les histoires, premièrement, là, vraiment, on tombait dans un spectacle de au moins 12 heures. Et surtout, le spectacle me disait, c'est pas ça le plus important, c'est pas de finir les histoires. C'est pas important de finir les histoires. Ce qui est important, c'est bon. Ok, t'as raconté ça. Ok, maintenant tu peux laisser aller. Un peu comme les dessins, tu vois, chez certains, quand ils font des dessins, puis tu complètes le dessin parce que tout n'est pas fini. Eh ben, je me suis rendu compte, et les acteurs avec moi, on s'est dit, mais on va laisser les spectateurs compléter le dessin. Qu'est-ce qui s'est passé au Texas? Qu'est-ce qui s'est passé en Italie? Qu'est-ce qui s'est passé avec le Libanais? Qu'est-ce qui s'est passé avec le Parisien, etc. On va les laisser. Et ça, pour moi, c'est nouveau, parce que j'ai toujours fini mes histoires. Là, j'ai fait, OK, je ne vais pas la finir, et on va voir ce que ça donne. Wajdi, pardon, excusez-moi si... Pour rebondir un peu sur ce que tu disais, mais là, il y a un moment où tout se télescope et tout se rejoint quelque part et on a l'impression qu'il y a une sorte de fusion tout en se télescopant, c'est-à-dire finalement ça va finir par la même histoire et on le voit en effet, c'est que quand la personne devient vieille, en fait le point A au point B et puis il est revenu au point B, donc quel que soit, c'est comme si tu es parti c'est comme un fuseau, hein. Et puis après... Oui, parce qu'au fond, je suis spinoziste, voilà. Pour le résumer. Voilà. Au fond. Mais il y a aussi le fait que voilà. Je crois qu'il y a quelque chose qui m'intéressait. Là, c'est plus lié à l'histoire. C'est qu'est-ce que c'est que de faire communauté avec les spectateurs? Qu'est-ce que c'est que de faire communauté? Le spectateur, il arrive, il s'assoit, il se dit « je vais rien comprendre ». Donc, première partie, je lui raconte les choses séparément. Voici l'Italie, ça va? C'est bon? On a suivi, ok, lui il est italien, il est neurologue. Je le dis 10 fois. Si par exemple on regarde le mot Taliani, pour qu'on comprenne que c'est lui Taliani et pas lui, je le dis 8 fois. Taliani, alors professeur Taliani, Wakar Malik, monsieur Taliani, alors c'est vraiment très important, je veux que le spectateur se dise, ok, lui c'est lui, elle c'est elle, lui on est en Italie, c'est clair? Ouais, c'est bon, ok, parfait, stop. Là on va à Montréal. Il y a la radio qui dit qu'on est à Montréal. Le personnage rentre et il dit « Les journalistes sont arrivés et ils repartent aujourd'hui de Montréal. » Alors moi, je dis à l'actrice « Prononce bien Montréal. Prononce ce que tu veux, mais Montréal, je veux l'entendre. » Parce que je veux que le spectateur, lui, comprenne bien « Ah ouais, ok, on est au Québec. » Et je fais ça, bon, première partie. Deuxième partie, là, on est au Liban, et puis là, tac, on arrive à Paris, mais on revient en Italie, ok, en Italie, puis au Texas, et puis à Montréal, et puis à Paris, et de nouveau à Montréal, et tout. Mais vous me suivez, ça va, c'est bon, c'est clair, vous me suivez, tout le monde suit, oui, on suit, et puis, ah ouais, mais qu'est-ce qui va arriver au personnage? Ah oui, ah mon Dieu, le papa, ah là, bon, ça, ok, d'accord. Ah oui, ah mon Dieu, ah bon, la frère, la sœur, oui, avorté, pas avorté, tac, paf, les arbres, les ginkgos qu'on va couper, pas couper, etc. Le Texas, il faut qu'il demande en recours. Bon, tout ça, c'est mercredi. On arrive à jeudi. Là, je sais que le public, c'est bon. Donc là, j'enlève les costumes. J'enlève les costumes, c'est-à-dire, ils sont habillés en noir et blanc. Il n'y a plus de meubles, il n'y a plus d'accessoires, il n'y a plus rien. Tout simplement parce que, rendu à ce moment-là, il y a ce qui fait que j'aime le théâtre. On fait communauté, on écrit la pièce ensemble. On aime ou on n'aime pas, mais on le fait ensemble. Et là, il n'y a plus besoin, on est ensemble. Et là, tout le monde comprend, il n'y a plus besoin de dire quoi que ce soit. Et ça, la dernière partie du spectacle, pour moi, elle est bouleversante. Parfois, je suis assis comme ça, dans la scène où ma fille me parle. Je me suis écrit très peu de répliques dans cette scène pour pouvoir vraiment pas m'occuper du texte. Et j'écoute le public écouter. Et c'est vraiment aussi... C'est pour moi une victoire contre la guerre, ce moment-là. Je suis assis sur la scène du théâtre de la Colline, dont je suis le directeur. J'ai écrit une pièce sur la guerre du Liban, je joue dedans, je suis assis sur un canapé. Il y a une comédienne derrière qui me chante une chanson de Tears for Fears, et le public ne moufte pas, et la salle est pleine.
Alors là, s'il y a quelque chose qui ferme la gueule à la guerre, c'est ça. Pour moi, à ma hauteur, à mon endroit à moi. C'est que je deviens une sorte de pierre au rein de la guerre. La guerre, elle a une pierre au rein qui s'appelle un artiste, et ça passe pas, elle n'arrive pas à le digérer. Ça lui fait très très mal. Elle est obligée de se coucher, de pas bouger. Ça lui fait vachement mal. Et là, je pense que là, il y a une victoire. C'est secret, c'est intime, c'est pas grand-chose, c'est une salle de 600 places au 20e arrondissement de Paris. Mais il y a quelque chose là qui fait, qui donne, c'est pas qui donne un sens, qui répond. Merci. Il y avait l'idée de peut-être faire passer un micro. Alors, je ne sais pas, est-ce que dans la salle, il y a des questions? Il y a envie de réagir? Est-ce que Wajdi est audible encore? Question. Oui. Bonsoir. Je vous découvre. J'ai beaucoup entendu parler de vous, mais je vous découvre en live ce soir. Et j'aimerais remercier votre sœur. Vous n'êtes pas devenu historien et vous n'avez pas été au Texas. Je passerai le message. Moi, j'ai une question enfin, une petite question. Je suis désolée de poser mes questions. Mais Wajdi, là aussi, on parlait de guerre civile et du terme guerre civile. Tu as parlé, tes acteurs ont dit guerre civile systématiquement dans toute la pièce. Et pourtant, cette guerre civile, elle s'est manifestée à 2 ou 3 reprises. Et c'était à travers des barrages syriens et des avions israéliens. Tu peux m'en dire un petit peu plus? Parce qu'il n'y avait rien de civil dans cette guerre, à part des barrages syriens, des chars israéliens, des avions israéliens. Et donc là, tu es en train de, quelque part, de rejoindre ce que je disais par rapport à ta conception de guerre civile, qui, elle, est une guerre monde. Oui, mais non, mais merci, il faut que je corrige. Il y a des choses qui ont été... Il y a un endroit, c'est tout petit, mais il est au téléphone, le fils est au téléphone. On comprend que sa tante qui est à Houston, à Miami, lui demande et alors, il paraît que tu as une nouvelle copine, comment elle s'appelle? Il dit oh là là, maman ne peut pas tenir sa langue. Il dit Yasmine. Et là, il dit musulmane. Et je dis à l'acteur, tu dis ça sur un ton bizarre. Genre, pourquoi tu me poses la question? Bon. Là, il y avait une séquence. Il disait, ça a été coupé, il disait « Papa, il s'en fout ». Et moi, je disais « De quoi je m'en fous ?» Et là, ma fille me disait que Yasmine est musulmane. Je dis « Si tu veux que ça me foute qu'elle soit musulmane ?» Il dit « Mais justement, c'est ce qu'il disait, c'est que bien sûr que ça, je m'en fous. Tu m'as déjà entendu lui dire « Elle est musulmane, elle est lichite ». Non, mais c'est ce qu'il essaye de t'expliquer. Et puis, bon, le père monte, puis ça devenait vraiment une scène en soi. Mais on l'a coupé. On l'a coupé. Mais ce que tu dis est très important parce que tu me fais prendre conscience que je n'ai gardé que des éléments extérieurs. Et j'aurais pas dû. C'est pas grave. Au contraire, pour moi, c'était très parlant. Oui, je comprends. C'était très parlant pour moi. Merci. Merci beaucoup à tous et puis merci beaucoup à Wajdi Mouawad pour cette pièce où j'en ai vu plusieurs, donc je voulais dire que non, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer. Parce que je trouve justement par rapport à l'Uchronie, ce que vous faites dans cette pièce, c'est que vous ne faites pas de l'Uchronie, vous n'échappez pas au trauma, vous partez du trauma. Et c'est un trou, c'est ce que raconte la racine carrée du verbe être. Et à partir de là, c'est peut-être notre devoir d'être humain, justement, d'en tirer quelque chose, d'aller chercher l'humain au plus profond de là où il a été enterré. Ça me fait penser un peu au capitaine Caverne, qui peut aller chercher des tas de choses sans fin, et que c'est infatigable, malheureusement, et heureusement aussi, parce que ça veut dire qu'on peut en sortir un jour. Et à ce niveau-là, c'est universel, c'est pas juste libanais, c'est la Shoah,
c'est toutes ces questions-là. Et à ce titre-là, merci. 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 Bonsoir, je suis libanais et je fais mes études en France. Je suis en école de cinéma et en fait, ce que vous avez dit ce soir m'a vraiment beaucoup touché parce que perpétuellement, quand je suis en France, je ne fais que penser au Liban. Je fais que penser au fait que je suis loin de mon pays et que j'ai besoin d'en parler tout le temps, sans arrêt. Ça me tracasse, j'en pense quotidiennement, chaque seconde. Le matin, quand je vais à l'école, j'écoute des chansons libanaises. Je suis assez mélancolique et je pense vraiment constamment à ça. À chaque fois que je pense au Liban, j'ai juste envie d'y retourner, d'aller filmer et de filmer justement En fait, parce que le passé est passé. Le passé existe, c'est l'histoire. Il peut exister en plusieurs réalités, plusieurs versions, ou bien un seul fil rouge qui les rejoint. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, c'est justement une société avec justement ces 3 générations-là qui sont en train de vivre et de s'éteindre et d'évoluer. Et en fait, je sens ce besoin de filmer. J'ai envie de retourner au Liban. Je me sens presque lâche parce que je suis loin de mon pays et de mon peuple. J'ai envie de rentrer. J'ai envie de filmer le regard des gens. J'ai envie de filmer ce qui constitue cette société d'aujourd'hui, ses fissures, ses blessures. Qu'est-ce qu'on peut voir en fait à travers les yeux des Libanais. Du coup, voilà, je voulais juste vous remercier parce que ça m'a vraiment touché. Ça vibra avec ce qui me tracasse perpétuellement depuis que je suis à Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je pense que ce qui est important, c'est que si vous faites ça vraiment jusqu'au bout, il se passera une chose nécessaire, c'est que dans 30 ans, quelqu'un qui est aujourd'hui à votre âge vous dira ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il aura envie lui aussi de continuer à essayer de témoigner à sa manière. Et là, il y a un fil de transmission que je trouve très important dans cette nécessité de continuer à raconter d'une manière ou d'une autre l'invisible de ce pays. Merci pour cette pièce absolument renversante que j'ai adorée. Moi, je voulais vous poser une question sur la désobéissance civile violente que vous avez abordée dans votre pièce, juste par curiosité, en fait, comprendre votre réflexion derrière toute cette partie d'activiste. Voilà, juste pour comprendre. Celle qui, dans la pièce Juste le groupe d'activistes qui décide... Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire ce qui arrive dans la dernière partie. Oui, j'ai pas envie de spoiler, oui, mais la partie oui. qui pousse la jeune fille à vouloir... Ce qui était important pour moi dans cette pièce, c'était le fil qu'il y a dans le fil lié à la notion de violence. Et de montrer comment, en fait, cette violence-là, elle est... que l'explosion qu'on a au début du spectacle, elle se diffracte de différentes manières. Alors il y a l'Italien, par exemple, qui est d'une violence insupportable, et avec ses enfants, et avec les femmes, et avec tout ce qui lui tombe sous la main, même dans le langage. Il y a la violence du Texan. Il y a la violence même de ce Libanais qui montre rien à ses enfants, qui ne montre pas le dessin, qui n'avoue pas qui il est. Il y a donc les violences étaient fragmentées à tous les endroits et arrive le Parisien où j'en ai fait vraiment une espèce de neutrino, vous voyez, cette espèce de particule qu'aucune interférence ne fait dévier de son chemin. Voilà. Bon, et là je me suis dit, je vais le mettre devant la violence, je vais le mettre devant un fait de violence, je veux voir comment ça va le transformer. Et puis, il se trouve que le théâtre ici a été occupé il y a 2 ans. Et à l'occasion de cette occupation, il y a eu beaucoup d'échanges et de discussions avec les jeunes qui ont dormi ici dans ce théâtre pendant 2 mois. Et une des choses qui m'avait frappé, c'était que, et j'en ai parlé avec eux, je leur ai écrit, on s'est écrit, puis à un moment donné, il y a une chose que je remarquais, c'est qu'ils
il tentait de faire une révolution en utilisant des moyens qui avaient été ceux de la génération qu'il conteste. Occuper un lieu, les propos, les phrases, la sémantique utilisée, c'était celle des années 60. Je l'ai trouvé d'une certaine manière, dans leur manière de vouloir faire la révolution, très conservateur. Et la manière avec laquelle il la faisait était celle de ceux dont il voulait contester l'autorité. Et je disais, mais il faut inventer des moyens nouveaux de contestation. Pas seulement contester, mais il faut inventer des moyens. Il ne faut pas utiliser les moyens qui ont été utilisés. Et donc, je crée un personnage, un peu fou, mais pas complètement, qui dit une chose, qui dit, ok, si nous, toute la jeunesse, on se suicide, ils vont faire quoi, là? Si on se pend, et que là, il y a une vague, tous ceux qui ont 25 ans se pendent. Puis il y a une vague. Ça veut dire que toi, tu es père de famille, mère de famille, moi j'ai des enfants, hein, et tu as une fille qui a 24-25 ans, tu te mets à craindre, tu te mets à avoir peur. Ils vont faire quoi avec leur matraque? Et ça m'intéressait dans le cadre d'un théâtre, quoi. Elle est très inspirée d'Electre. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait pour écrire ce rôle? J'ai pris Electre. J'ai pris le texte de Electre. J'ai pris toutes les répliques d'Electre. J'ai viré tout le reste. J'en ai fait une seule longue réplique, Electre de Sophocle. J'ai réécrit à ma manière le monologue, j'ai réécrit Electre. Et j'ai petit à petit transformé pour l'amener à la situation. Mais c'est Electre. Il reste quelques fragments. Quand elle dit, par exemple, s'il faut que ceux qui ont commis l'injustice ne le payent pas à leur tour, alors il ne faudra pas venir me parler de justice. Ça, c'est Electre, mot à mot. Et ça m'intéressait de voir comment ça peut se transmettre dans le cœur d'un personnage. Au fond, c'était pas tant comment être militant qui m'intéressait, c'est au fond, sur cette ligne de la violence et sur la ligne dans un pays en paix, la France, comment on fait pour, quand on a 24 ans, pour faire peur? Parce que moi, je voyais bien comment ça se passait ici. Les gens disaient, oh, ben, ils sont jeunes, etc. C'est une telle condescendance. Et on n'avait pas peur. Ils nous emmerdaient, ils nous faisaient chier, tout ça, mais ils ne nous faisaient pas peur. Ils disaient, il faut qu'ils nous fassent peur. Sauf moi, je dis, si je peux me permettre, je t'en prie. Cette scène, elle est éteinte assez rapidement, enfin éteinte, je veux dire, sur le plan dramatique, par un aîné qui dit, ah ben non, il ne faut pas faire ça, ça ferait de la peine au Ginkgo. Tout à fait. Mais je laisse en l'air. C'est ça. Non, mais c'est pas une. Mais je suis tout à fait d'accord. Mais cette scène-là, si tu la revoyais, tu verrais que à ce moment-là, les seuls qui sont assis, c'est les vieux. Et tous les acteurs qui ont moins de 25 ans sont tous debout. Les autres, je les ai assis. Bon. Et donc, j'ai dit à Richard, qui est celui qui dit cette réplique, tu pars en courant pour lui dire ça. Tu vas en courant en lui disant non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Et bon, normalement, la suite se poursuit. Normalement, elle se, comment on appelle ça? Quand on met le feu. Elle s'immole. Normalement, elle s'immole. Bon, mais comme l'autre qui se coupe les bras, tu vois, ça devait bien finir. Hein, tu vois, il y en a un qui se coupe les bras, etc. Bon. C'est compliqué à mettre en scène théoriquement, parce que bon. Comment? C'est un peu compliqué à mettre en scène une immolation quand même. Ah si, non, ça c'est simple. Ça c'est simple. Non, au théâtre, on peut tout faire avec un verre d'eau. Ah non, mais je te jure, au théâtre, c'est tellement simple Au théâtre, vraiment, rien n'est plus simple que de raconter n'importe quoi. Raconter, d'accord. Et non, mais de le faire voir, vraiment. Non, ça c'est moi, j'ai une. Alors, si on veut être réaliste, oui, mais on s'en fiche. Au théâtre, c'est tellement nul le réalisme. Alors que faire voir d'une manière différente, je sais pas, c'est Peter Brook qui fait un truc tout simple pour montrer quelqu'un qui se fait couper la tête. C'est l'acteur qui prend un seau d'eau, même pas rouge, d'eau, il se le verse sur la tête, l'autre est avec un bâton, il lui passe au-dessus de la tête, et l'autre fait juste baisser la tête. Et c'est un moment d'émotion dingue pour ceux qui ont vu le Mahabharata. C'est ahurissant ce moment. Donc il y a vraiment... Non, la question c'était, faut-il terminer les histoires? Et c'est vrai que j'ai pas fini les histoires, et j'ai pas été au bout de cette histoire-là, bien qu'elle m'intéressait grandement, mais déjà... d'avoir
Par exemple, je suis content que la question me soit posée, c'est-à-dire que quelque chose a été entendu quelque part et a posé une question. Mais peut-être que j'aurais dû faire plus long. Peut-être que j'aurais dû faire un spectacle plus long. Non, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question parfois. Ça m'interpelle parce que il y a quelque chose que je voulais te remercier pour quelque chose. C'est d'avoir déculpabilisé toute une génération. Moi, en tout cas, j'ai été déculpabilisée. Quand tu fais dire je n'arrive plus à me souvenir exactement, maintenant c'est toi qui vas me rappeler, qu'on a toujours peur d'une guerre civile, de la guerre qui revient. On a toujours peur, on ne sort pas, donc on revient à la sortie de la guerre, on ne sort pas d'une guerre, on a toujours peur qu'elle se répète. Et ça a été énorme pour moi, parce que avec tout ce qui s'est passé depuis 3 ans jusqu'à aujourd'hui, j'avais toujours peur qu'on glisse dans une guerre civile. Et j'étais pratiquement la seule personne à écrire des choses où je voyais le risque éventuellement de reglisser dans une guerre civile. Et il y avait toute cette nouvelle génération cette génération de jeunes qui étaient rentrés en clash avec leurs parents en leur disant « Vous avez toujours peur de la guerre, nous on s'en fiche, nous on n'a pas vu la guerre. » Mais en fait, ils s'en fichent parce qu'ils ne la connaissent pas. Et donc, c'est génial dans ta pièce, tu déculpabilises cette génération de gens qui ont vécu la guerre et qui l'ont vécu longuement, parce que vraiment on devient conditionné par la guerre. Mousrarine, comme on dit, on est soumis à la guerre. Hein, et ça m'a fait beaucoup de bien, moi, et je pense toutes les mamans et tous les papas qui ont vécu une portion ou toute la guerre. Et contre lesquels les enfants se sont insurgés. Voilà, merci. Eh bien, merci à vous. Et s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Bonsoir Wajdi, bonsoir tout le monde. Moi, en fait, j'ai pas de questions, mais j'ai une demande pour Monsieur Wajdi. En fait, je suis doctorant-chercheur en études théâtrales à Paris 8 et je travaille sur la traduction théâtrale. En fait, dans ma thèse, j'essaie de répondre à deux questions toutes simples. Donc, pourquoi nous, les Arabes, aujourd'hui, on a arrêté de traduire le théâtre occidental? On adapte librement, mais on ne traduit pas. Et dans l'autre sens, pourquoi aujourd'hui le théâtre arabe n'est pas capable d'être exporté? Pourquoi on ne trouve pas de textes arabes qui sont joués en France, par exemple, ou en Allemagne? Et en partie pratique, je vais traduire 2 pièces de théâtre, donc une tunisienne que je vais traduire en français. Je suis en train de faire dans le cadre d'un atelier à Paris 8 de traduction collective. Et la deuxième pièce, c'est Mère, votre avant-dernière pièce, que je vais traduire vers l'arabe, mais l'arabe tunisien parlé. Donc là, je vous écris une lettre pour vous demander l'autorisation de la traduire dans un cadre purement académique. Donc c'est juste une traduction que je vais mettre en scène, juste pour avoir une captation vidéo, pour montrer à mes profs, et une demande d'entretien si vous avez le temps. Et c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. En fait, je suis en 3e année, ça peut attendre encore 2 ans. Voilà, et je vais faire la bise aussi. D'autres demandes? Bon, sur ce, merci beaucoup à vous toutes et tous. Et la rencontre pourra être écoutée sur notre site entretemps.net. Merci.